combat naval s'est déroulé parce que Brest était encerclé et allait tomber. Les Américains avaient encerclé Brest et Brest allait être investi. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, malgré que les Anglais les entendaient à la sortie du goulet de Brest, essayer de s'échapper pour rejoindre l'Orient. En baie d'Audierne, il y a eu deux combats navals. Le premier combat naval dans la nuit du 11 au 12 août 1944. Et là étaient engagés à ce moment-là, il y avait deux patrouilleurs allemands et puis un forceur de barrage, le Tellus. Et donc, il n'y a que le Tellus qui a réussi à partir, à s'échapper. Et les deux autres, le 719 et le 720, alors ils ont été drossés à la côte. Ça, c'était le 12 août, premier combat naval. Donc pas terrible, parce qu'en plus, deux escorteurs anglais qui faisaient la chasse à ce convoi se sont télescopés et bon, ça a un peu perturbé le combat naval. Alors, le deuxième combat naval donc, a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août 1944 en baie d'Audierne. C'est celui qui a fait le plus de bruit et qui a été perçu par les capistes. Donc, il y a eu 7 bateaux de partie de Brest. C'était pas des petits chalutiers de la pêche côtière, c'était vraiment des gros chalutiers. Comme ils n'avaient pas tous la même vitesse, il y avait des vieux et puis il y avait d'autres qui marchaient quand même à 12-13 nœuds. Donc les plus lents, les 3 premiers bateaux les plus lents sont partis 1h30 avant les autres. Ils ont fait route sur la baie d'Audierne. Et donc, qui ont été interceptés dès le passage au Rat-5. Et le deuxième convoi, alors qui est parti 1h30 après. Donc là, les bateaux anglais étaient différents parce qu'il y avait un croiseur anglais et deux escorteurs, de gros escorteurs canadiens. Il y avait donc le 714, le 717, le 719 et le 721. Voilà. Et quand le premier a passé la pointe du Raz, eh bien, il y avait une flotte, la Force 27. Ils ont commencé à canonner les bateaux. Bon, la Marie-Simone a été touchée. Il a pris aussitôt des coups. Dans sa description d'après-guerre, donc, il porte une brèche de 3 mètres à l'arrière. Il y a encore des brèches sous la ligne de flottaison, qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait la marée, donc il a été touché sous la ligne de flottaison. Et a essayé de rentrer dans le port de Diane, s'est trompé et s'est, disons, échoué à côté du Raoulik, près du phare du Raoulik. Je pense qu'il a voulu gagner Audierne, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Donc il a été contraint de se jeter de ce côté-ci du môle. Il n'a pas été totalement protégé comme le commandant l'aurait souhaité. Donc il s'est fiché là. Il y a eu une dizaine de morts, la passerelle a été touchée. Un autre a été coulé sur la gamelle, parce qu'on voit la gamelle en face. Et les autres, tant bien que mal, ont essayé de s'échapper, mais tous ont été, abîmés, coulés. Alors, comment ça s'est passé le soir? Alors, moi, j'avais la chance d'être sur les hauteurs de Diane, et je me rappelle c'est un flash qui me reste, je me rappelle très bien, l'impression d'être un feu d'artifice. C'était ça, il faut reconnaître, parce qu'il y avait les tirs d'obus éclairants, mais ça faisait un spectacle. Mais je vous dis de suite, on n'est pas resté très longtemps. Je me rappelle avec ma soeur qui me faisait le garde-corps, m'a ramené rapidement chez les parents et on n'a entendu que le lendemain. En pleine nuit, évidemment, quand on a entendu le bombardement, mon père est venu nous rassurer et nous dire que c'était du tonnerre. Il y avait ma soeur et moi dans la même chambre et puis on savait bien que c'était pas du tonnerre, c'était pas du tout le même bruit et d'ailleurs il n'y avait pas d'éclairs. Les éclairs qu'il y avait, c'était les fusils. La Marie-Simone est un chalutier qui a été construit en 1919 à Port-Arthur au Canada. Il a été vendu ensuite en 1920 aux pêcheries de l'océan à La Rochelle. Donc il est devenu français.
C'est pas un gros chalutier, hein. Il doit faire 44 mètres de long, 7 de large, avec un creux, c'est-à-dire un tirant d'eau de 4 mètres, je crois. Donc il pêche jusqu'en 1939, et à la déclaration de la guerre, en septembre 1939, il est réquisitionné avec son équipage par la marine française. Le commandant second, c'était Herschmeyer. Le commandant du bord du 729 de Marie-Simone, lui, c'était un ancien de 14-18. Le commandant, il était presque sous tous les jours, et c'est le timonier qui commandait. C'était Herschmeyer qui commandait le bord. C'était des jeunes Allemands, la plupart, beaucoup avaient 16-17 ans. Et je crois qu'il est parvenu à abattre 2 avions allemands. Parce que si l'on examine bien la photo de la passerelle, on voit 2 petits avions peints dessus, 2 silhouettes d'avions qui figurent dessus. Alors, que faire de l'épave? D'abord, l'identifier. On ne savait pas du tout quel était ce bateau, parce que les Allemands étaient passés par là, toute trace française avait disparu à bord. En plus, c'était un navire de construction donc canadienne. Il y avait des marquages, il y avait des plaques de baptême dans les machines, mais en anglais. Donc, dans un premier temps, on ne savait pas que c'était la Marie-Simone. Donc, on a commencé une enquête. Ça a donné lieu à beaucoup d'échanges de courriers entre les armateurs, la Marine nationale, l'inscription maritime. Et on a pu formellement identifier l'épave comme celle de la Marie-Simone en novembre 1946. Le propriétaire de la Marie-Simone ne voulait plus son bateau, hein. La marine française le lui avait réquisitionné, donc c'était à elle de le rembourser éventuellement, puis à l'Allemagne plus tard, dans le cas des dommages. Le bureau Havas qui fait les expertises était passé auparavant, il avait donc déclaré l'épave irrécupérable, contrairement à ce qu'on pensait en 44-45. Donc irrécupérable et vendu aussitôt, donc pour la ferraille en principe. Alors la première vente a eu lieu en décembre 1947. La mise à prix n'était pas fixée, en principe l'enchère devait dépasser 1 million de francs de l'époque. Et personne ne s'est porté acquéreur. Donc une seconde vente a eu lieu. Ce coup-là, on devait en tirer au moins 500 000 francs. Donc la vente de janvier 48, la deuxième vente qui devait rapporter 500 000 a été infructueuse. Et en désespoir de cause, le 22 décembre 1948, on a vendu pour 6 000 francs l'épave pour le découpage à un dénommé Urquin. Donc Urquin, effectivement, a découpé l'épave. Je n'ai pas le détail, mais seulement il a laissé un gros morceau. C'est le fond que l'on connaît actuellement. En 1961, un dénommé Kérésite d'Audierne a voulu racheter ce qui restait de l'épave. On lui a dit « OK ». Donc il a peut-être découpé encore un morceau. Et à ce moment-là, on a découvert des obus dans les fonds de la Marie-Simone, dans les cales. Et ce qui est étonnant, c'est que les Allemands ont fait une sorte de rafle à Audierne, parce que les gens, entendant le combat, il y a toujours des curieux qui sont sortis de chez eux pour essayer de voir le spectacle. Et ils ont raflé une dizaine ou une quinzaine de personnes qu'ils ont amenées justement le long de la plage là-bas à l'Hervily, c'est-à-dire à l'emplacement où il y a un parking actuellement au Pouldu, là, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et donc là, ils ont fait creuser une grande tombe. Alors la plupart, il paraît que les gens, parce que moi j'ai entendu ça après, parce que mes beaux-parents tenaient un bistrot, et il y avait un des gens qui avaient été raflés qui racontait ça. Il paraît que les gens pleuraient, commençaient à faire des prières, parce qu'ils croyaient qu'ils creusaient leur tombe. Or, ce n'était pas ça, c'est qu'ils creusaient la tombe de tous les cadavres qui étaient arrivés à la côte et qu'ils avaient récupérés donc pour être enterrés. Donc ce cimetière est resté des années, moi je me souviens de l'avoir vu, hein, c'est resté jusqu'à dans les années 60 à peu près. Donc le Marie-Simone étant à terre là, et puis au départ avait été tenté d'aller à bord, mais... Piller sur la Marie-Simone, c'était dangereux, voire vraiment très dangereux. Hein, parce que si les Allemands avaient vu quelqu'un sur la Marie-Simone, à mon avis, ils l'auraient tiré dessus. Hein. Et pendant que les Allemands étaient encore à Lézonga, parce que j'étais là jusqu'au 20 septembre 1944, hein, et comme il y a eu beaucoup de blessés, le combat naval, des brûlés, une échelle a été mise à l'arrière du bateau de manière à pouvoir monter à bord à marée basse. La Croix-Rouge internationale n'avait pas suffisamment de médicaments et
de pansements pour soigner les gars, si bien qu'avec l'accord des Allemands et sous escorte allemande aussi, ils ont été à bord prendre les médicaments sur le Marie-Simone. Donc c'est par la suite, après la libération. Évidemment, là, les civils ont été à bord, les scolaires aussi, en retour de l'école, ont été à bord des bateaux, fouillés aussi, récupérer la vaisselle, les assiettes, les fourchettes, tout ça, surtout qu'il y avait la croix gammée dessus. Et il y en a qui ont trouvé aussi un lance-fusée. Il y a des jeunes aussi de l'Hervilly qui ont trouvé un lance-fusée. Il y avait une fusée à l'intérieur. Ils ont percuté plusieurs fois et puis la fusée n'est jamais partie. Et une fois, il y a un jeune de l'Hervilly qui a menacé un autre. Hein, et là, le coup est parti et le gars a eu toute la décharge dans le front. Cette Marie-Simone, je me souviens de la voir, elle était encore en bon état, disons. Je me rappelle qu'il y avait toujours des gosses qui allaient jouer avec le canon. Le canon faisait un peu basculer le canon. Les gens avaient peur, beaucoup de gens n'allaient pas autour parce qu'ils avaient peur de se blesser. En fin de compte. Moi, je l'ai vu quelques années après, peut-être je devais avoir peut-être 10 ans, parce qu'on n'a pas pu aller à la plage. Pendant des années, on n'a pas pu aller à la grande plage d'Audierne, parce que tout était miné. Et il y avait des barrages, un peu comme en Normandie, hein, des herses, parce que bon, il aurait pu avoir un débarquement là. Et après, bon, bah, c'est dans les années suivantes qu'ils ont commencé à démonter ce bateau. Et actuellement, il reste que la quille, en fait. Alors, il y a toujours l'hélice. Hein. L'hélice, si elle avait été en bronze, bien sûr qu'elle aurait disparu depuis longtemps. Hein. Comme toutes les épaves, celle de la Marie-Simone attire le regard. Et celui des touristes notamment, qui veulent connaître son histoire. Leur imaginaire commence à travailler lorsqu'ils aperçoivent les restes enfouis dans le sable. Heureusement qu'il y a eu des Anglais qui ont pris des photos parce que les appareils de photo étaient interdits pendant la guerre, comme les appareils radio. Normalement, si on trouvait chez vous un appareil de photo, vous partez en prison. Hein.